Alors c'est parti, on commence avec une petite présentation. Qui êtes-vous? Donc moi, je m'appelle Nadir Mayou, donc j'ai 26 ans, j'habite en Ardèche, donc à Vernou en Vivarais. Quel est ton dernier emploi salarié? Donc ouais, mon Ton dernier parcours. emploi salarié, j'étais déménageur, donc pas du tout dans la branche de l'agriculture. Donc voilà, et c'est ce qui qui m'a poussé à monter ma propre boîte, en gros. Parce que voilà, ça c'est le patronat, c'est pas un truc bien. Moi, c'est Grégoire, j'ai 28 ans et je viens de Haute-Loire, c'est un Ferréol, même village que Nadir. Et je vais bientôt être ardéchois moi aussi. Et pour l'instant, je suis chaudronnier mécanicien et voilà, dans une semaine, paysan pour de bon. Que vous pouvez expliquer votre projet? Il entre dans une démarche un peu de transition écologique. Quel est-il ce projet? Alors le projet, c'est du maraîchage bio avec un atelier de poules pondeuses et du miel après, des ruches. Je pense que l'idée à la base c'était de faire un truc qui nous plaisait. Mais c'est vrai que là, au niveau de l'actualité, c'est quelque chose qui s'inscrit bien dedans, dans la transition écologique. Mais je pense qu'au début, c'était plus la passion, l'envie de faire quelque chose, d'être libre, d'entreprendre. Est-ce que tu es d'accord, Nadia? Exactement, c'est ça. C'était aussi avoir son petit morceau de terre, être de notre côté, et de pouvoir faire notre activité, en fait, être sans contrainte façon de parler, mais vraiment sans contrainte patronal. Et du coup là, et un peu changer le monde. À la base, c'est parti. Faire quelque chose qui a du sens, quoi. Voilà, c'était parti d'une idée, d'une petite discussion à trois amis autour d'un verre, et ça a fini en projet professionnel 6 ans après, quoi. À deux. De- Du coup, un atelier de poules pondeuses, des animaux sur place. Comment vous êtes équipé? C'est une ferme, un grand terrain, il y a des étables, c'est déjà... En gros, du coup, sur place, on va fabriquer le poulailler. On va partir avec 249 poules pondeuses. On a 3 chevaux de trait, enfin 2 chevaux de trait et un mulet de trait, parce on va travailler en traction animale. Donc surtout pour l'entretien des cultures. Et le travail du sol, pour le travail du sol, on a un motoculteur. Donc sachant que notre type de culture, notre type de, ouais, Notre modèle culturel. voilà, notre modèle culturel, ça va être C'est de la culture superficielle. En gros, c'est 4-5 cm dans le sol. Et il n'y a pas de gros labour, on retourne pas la terre sans arrêt pour lutter contre les mauvaises herbes. Et donc voilà, on peut se débrouiller avec les chevaux pour griffer le sol. Et puis après, avec un bon motoculteur pour créer un lit de semences qui soit parfait. Et après, on paille avec du plastique. Ça, c'est le côté pas très cool. Mais aussi avec de la paille, avec du BRF. En gros, on va pas trop toucher à notre sol. On va le laisser vivre, lui donner beaucoup à manger. Et voilà, je pense que c'est ce qui caractérise la partie maraîchage. Et voilà, après pour les poules pondeuses, je pense que c'est un atelier qui est à taille humaine. Et puis 249 aussi, poules, c'est la limite. Que si on dépasse cette limite, après il y a beaucoup de normes. Il faut être un centre d'emballage agréé. Il faut, voilà, au niveau de l'hygiène, c'est plus dur à gérer. Puis plus il y a d'animaux, plus il y a de chances d'avoir la salmonelle. Enfin, des choses pas très cool sur l'exploit. Et voilà, plus c'est gros aussi, plus il faut investir. Donc l'idée, voilà, c'est de faire des choses à taille humaine. Et puis les deux ateliers, c'est-à-dire le maraîchage et poules pondeuses, ça va bien ensemble. Parce que tu peux récupérer tout le purin des poules. Et c'est un apport en azote dont les plantes ont beaucoup besoin, qui est très, très intéressant, qui est très, très concentré. Donc voilà, c'est deux activités qui se cumulent bien. Et donc la troisième, ça sera l'apiculture. Donc avec ça, l'apiculture, on fait un départ avec 50 ruches. Donc voilà, c'est un petit plus pour l'année, mais c'est surtout aussi par rapport aux cultures. Les abeilles, on en a forcément besoin pour la pollinisation. Donc du coup, ça aussi, ça se complète avec le maraîchage, ça se complète très bien. Donc voilà, nous, sachant qu'on va travailler en rucher fixe, on va pas faire de transhumance. Donc les abeilles sont beaucoup moins fatiguées, elles s'adaptent beaucoup mieux au terrain. Donc au fur à la- À leur écosystème. ouais, voilà, l'écosystème. Merci Grégoire. Il y a pas de souci. Donc voilà, et donc elles se fatiguent moins, on a moins de problèmes de maladies, et elles arrivent à beaucoup plus lutter contre les maladies, du coup, justement parce qu'elles s'habituent vraiment au territoire. Que vous avez parlé d'agriculture sur une petite portion du sol, aussi de traction animale. Comment vous avez découvert ce modèle? Donc il y a un moment, vous avez dit qu'il y a 6 ans que vous commenciez à en parler. Comment vous avez découvert ce modèle après?
Bah, je pense petit à petit, parce qu'au début, l'idée c'était de faire, d'avoir notre ferme, notre lopin de terre, un îlot de liberté dans la campagne. Et après, bah, petit à petit, les choses, faut qu'elles deviennent concrètes. Donc, il faut trouver un modèle culturel. Donc là, il y a pas mal de choses qui se font pour l'instant. Et nous, on a découvert le modèle de Jean-Martin Fortier. C'est un Québécois qui cultive sur de petites parcelles et qui fait, je crois, 15 $ au mètre carré. Donc c'est énorme. Sur l'agriculture conventionnelle, on est plus sur du... Enfin, c'est moins d'1 €, quoi. C'est à peu près ça. Même en maraîchage bio, tout ce qui est mécanisé sur des grandes surfaces, on fait peu de richesse par mètre carré. Et donc voilà, on a découvert ce modèle-là. Et puis, on est passionné aussi par les... Merde, comment ça s'appelle ? Les énergies grises. Voilà, enfin bref, on veut cultiver en fait sans être trop dépendant au carbone, au pétrole. Et les chevaux de trait, du coup, c'est un outil idéal, quoi. Puis ça permet de passer sur des petites planches de culture. C'est plus délicat, on va dire, entre guillemets, que le tracteur. Et puis ça pollue pas. Ouais, tu fais le même travail. Puis il y a un tassement du sol qui est moindre, comparé du tracteur. Et c'est que dans 20 ou 30 ans, quand on aura des défauts de pétrole, et ben, on n'aura pas besoin, on n'aura pas ces frais en plus. On saura déjà faire sans aussi. Voilà, on saura déjà faire sans le pétrole. Donc on prend un peu d'avance. Puis bon, c'est sympa aussi de bosser avec un animal, quoi. Ouais, ça change. Ouais. Ça fait moins de bruit qu'un tracteur, et puis il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est plus fun. Plus physique aussi. Mais bon. Au niveau de la volonté, elle était présente dès le départ, donc de s'émanciper donc soi-même au niveau du travail en devenant propriétaire de son lopin de terre et son propre patron. Et est-ce que la volonté de départ, elle était aussi de faire un peu rupture avec le modèle qui a besoin donc d'hydrocarbures, qui a aussi besoin d'engrais chimiques si on compare avec l'agriculture intensive par exemple. Ouais, tout à fait. Parce que là, le monde il est en train de changer, les ressources sont en train de s'épuiser. Donc, essayer tout de suite de partir sur un modèle qui fait pas trop appel aux ressources, je pense, c'est un bon choix pour l'avenir. C'est se faciliter la vie. Mais peut-être pas au départ. C'est moins simple. Il y a plus de paramètres, c'est plus physique. On fait des moins grandes surfaces. Si on fait moins de surfaces, qu'on a un ravageur, une bactérie ou quoi qui commence à attaquer les cultures, on a moins de stock. C'est-à-dire que faut pas qu'il y ait trop de soucis. Mais bon, c'est un modèle aussi qui est plus résistant. C'est-à-dire que si on touche pas trop à son sol, on a moins de maladies. C'est un système qui est vertueux, mais il faut que ça se lance. Au début, on part quand même de zéro. Voilà. Ouais, voilà, c'est que les débuts, il faut quand même qu'on arrive à assurer notre production, parce qu'il faut qu'on assurer aussi la pérennité de la ferme. Donc on peut pas non plus attaquer direct sans aide mécanique. Ou sans aide mécanique en fait, parce que si on se plante la première année, la banque nous laissera peut-être une chance pour la deuxième, mais si la deuxième année on se plante aussi et on n'a rien derrière, c'est que dans 2 ans nous la ferme elle est fermée, et ça c'est pas ce qu'on veut, parce que c'est pas ça de rentrer dans le nouveau modèle économique. Donc voilà, faut qu'on commence avec un peu de mécanisation, avec les chevaux de trait, donc on arrive à séparer les deux, mais voilà, on espère que dans 10 ans, une fois que ça sera complètement posé, que voilà, sûrement la mécanisation sera complètement arrêtée. Puis de toute façon, on aura des sols qui seront très bien nourris, qui seront même plus à travailler, parce que de toute façon, les vers-terres, tout ce qui est vers-terre, les bactéries et les champignons travailleront pour nous. Donc voilà, c'est ça qu'on vise en fait. Donc, ouais, toute la vie du sol qu'on va pas tuer en fait, parce qu'on va pas labourer, on va pas retourner notre terre sans arrêt. Donc c'est la vie du sol après qui naturelle, qui se met en place et qui travaille pour nous. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans le sol, on va dire qu'il y a 3 couches. Il y a une couche qui a plus de 50 cm sous terre, qui a pas de lumière, qui a pas un pet d'air. Et donc là, il y a des animaux qui vivent que dans cette couche-là, et qui vivent pas avec de l'air et avec la lumière. Alors quand on va labourer, quand on va retourner la terre sur 50 à 30, on change complètement la structure du sol. Donc ce qui vit sous terre, normalement, passe au-dessus de la terre. Ce qui vit sur les 2-3 cm sur terre finit à 50 cm sous terre. Et du coup, en fait, le sol marche plus, parce que pour reformer tout le complexe argilo-humique, eh ben, il leur faut 4, 5, 6, 7 mois pour tout refaire et faire un sol qui soit apte pour recevoir nos plantes et qui soit bénéfique pour les cultures maraîchères, surtout en petite surface, quoi. Ouais, et puis avec un labour par an, tu leur laisses pas le temps, quoi. Ouais.
Ils ont juste le temps de le refaire, mais tu profites pas des bénéfices, quoi. Parce que tu vas relabourer derrière. C'est d'ailleurs un des gros problèmes de l'agriculture conventionnelle. Le souci, c'est du coup à cause de ça, surtout qu'ils sont obligés d'utiliser des engrais chimiques pour booster en fait cette population du sol à essayer de se refaire beaucoup plus vite. Et vu qu'elle se refait pas, et ben ils donnent des aliments aux plantes, donc avec les produits phyto. Et donc on arrive à des gros problèmes, des problèmes de terre qui sont complètement vides de vie, pardon. Et voilà, il leur faudrait des 5-6 ans pour se reformer correctement, quoi. On le voit bien de toute façon, quand on roule aux côtés des routes et qu'on regarde un champ labouré, on voit que dans le champ, si on y passe, si c'est un trajet qu'on fait assez souvent, on y voit qu'il n'y a pas une mauvaise herbe avant 2-3 mois qui repousse sur ces terres labourées. Et c'est pas parce qu'ils ont balancé des produits directs, c'est que le souci, c'est qu'il faut que tout se recrée. Donc on arrive sur un très gros problème, mais c'est un modèle qui risque de disparaître au fur et à mesure des années, quoi. Donc, quand vous parlez de modèle agricole traditionnel, il vit aussi par des subventions. C'est un modèle qui est un peu en souffrance. Là, actuellement, les agriculteurs ils sont en grève. Ils vivent aussi par des subventions. Et quand vous parlez de pérennité de votre ferme, est-ce que vous, quand on se lance dans un projet comme ça, on a une aide, on a des choses qui nous sont proposées pour pallier aussi à la productivité ou quoi? Bah, t'as plusieurs aides. T'en as une surtout au départ qui s'appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur. Alors là, donc on cumule les aides suivant certaines conditions. Par exemple, si on crée une exploitation agricole qui n'est pas dans le cadre familial, qu'on part tout seul. Comme nous en fait. Comme nous par exemple. Avec des parents qui sont dans l'industrie et qui ne sont pas dans un modèle agricole. Voilà. Et ben t'as un peu plus d'aide parce que voilà, il te faudra plus de moyens, tu pourras pas récupérer le tracteur du grand-père, etc. Donc la DJA, c'est une aide qui est très importante. C'est assez bien fichu parce qu'en fait, on touche 80% au début quand l'aide est versée et après on touche 20% de cette aide-là qui représente plusieurs dizaines de milliers d'euros au bout de 5 ans. Mais il faut montrer que tu peux dégager un salaire pendant les 5 premières années. Donc il faut que la santé de ton exploitation soit bonne. Et pour toucher aussi déjà cette DJA, la première tranche, tu es dans un parcours avec la chambre d'agriculture où tu es formé, tu es évalué par la directe, je crois. C'est le gouvernement, en gros, c'est la chambre d'agriculture et la DDT, ouais. Et il te propose des formations, en fait. Enfin, il t'impose des formations pour combler les lacunes qu'il pense que tu as à la base. Nous, par exemple, on n'a pas d'expérience comparée aux autres agriculteurs qui se lancent. Donc, ce qui nous a été proposé, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est un stage de 12 mois, un jour par semaine, avec un maître apprenant, un maître exploitant. En fait, c'est un maraîcher c'est un exploitant dans le même domaine que nous, qui s'en sort bien déjà, qui a fait une formation, qui a du coup une certaine pédagogie, etc. Donc voilà, on est accompagné pendant 1 an, la première saison en gros. Et donc tous les problèmes qu'il aura, on les aura aussi, et inversement. Donc on est vraiment super bien aidé. Il y a ça, après il y a des formations sur la compta, sur les poules pondeuses. Il y a une formation aussi sur la société, parce que comme on se lance à 2 avec Nadir, se lancer tout seul, ça a des problématiques, mais se lancer à 2, ça a d'autres problématiques. Donc la chambre d'agriculture prend un peu les devants là-dessus et nous aide, quoi. Donc ça, c'est les premières aides, mais après, au long cours, on n'aura pas beaucoup d'aides. Parce que les aides que tu touches, c'est la PAC, et là, il faut avoir des dizaines et des dizaines d'hectares. Et voilà, le principe de la PAC, en gros, il fonctionne sur ce que tu as à l'hectare. Enfin, sur ta surface cultivable avec le nombre des animaux que tu as. Donc en gros, on va dire que quelqu'un qui a 300 hectares, comme les grosses fermes conventionnelles, enfin elles n'ont pas toutes 300 hectares, hein, ça reste quand même vachement rare, mais on va dire même si on est à 180 hectares ou 300 hectares, et ben ça, c'est des aides qui se calculent à l'hectare. Et donc ça, c'est des aides que tous les agriculteurs touchent chaque année. Et en fait, c'est grâce à ces aides-là surtout qu'ils vivent. Sauf que nous, en étant avec notre modèle, nous, on va dire qu'on n'aura que 2 hectares. Donc ces aides-là de PAC, on risque de toucher 3 000 € à l'année. Donc c'est pas sur ça, il faut pas compter là-dessus, nous. Donc nous, c'est un modèle c'est une agriculture complètement différente. C'est un peu un renouveau de l'agriculture, mais on n'est pas les seuls cas. Ça fait déjà, on va dire, ça doit faire 10 ans que ça a commencé, où déjà la plupart des gens, ils le voient à la chambre d'agriculture. La plupart des gens qui se lancent dans le maraîchage c'est tous des hors cadre familiales. Donc il y en a presque plus un qui monte un maraîchage en étant déjà propriétaire, en étant fils de maraîcher, quoi.
Parce que les gens, soit les fils de maraîchers, si c'était des grosses exploitations, ben, ils sont pas paysans, ils sont agriculteurs, voire courtiers en légumes, soit c'est des gens qui ont le même parcours de vie que nous et qui se sont rendus compte que là on a un gros problème avec tout ce qui est les grandes surfaces et tout, et qu'il faut changer ce mode de consommation parce que ça va pas marcher éternellement. Et puis les gens commencent à comprendre qu'il faut arrêter de se nourrir complètement mal, quoi, parce que la plupart de la bouffe en grande surface, c'est zéro calorie enfin c'est zéro Nutriments. ouais, voilà. C'est zéro nutriments dans presque tous les aliments, quoi. On prend les tomates, par exemple, en parlant de la tomate, enfin une tomate grande surface, toute ronde, bien rouge, remplie d'eau, elle nourrit pas, quoi, à comparer des tomates paysannes. Mais bon, ça maintenant la plupart des gens ils commencent à le connaître, quoi, à le savoir surtout. Comme du coup il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans ce modèle d'agriculture, comment vous avez été formé là-dessus? Vous avez pu déjà participer avec d'autres exploitations, vous former? Par exemple aussi l'attraction animale, c'est quelque chose d'assez rare. Comment on se forme là-dessus? Ben, déjà, avec Nadia, on a passé un BPREA, un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Alors, ça apprend pas à devenir un grand jardinier, mais ça apprend les bases pour gérer une exploitation, une entreprise, une petite entreprise agricole. Et dans cette formation-là, on est obligé de faire des stages. Et dans le parcours qu'on veut faire, si on veut faire du maraîchage, il faut en faire dans le maraîchage. Si après on veut faire un peu de transformation, il faut en faire au moins un dans la transfo, etc. Ça permet de prendre un peu d'expérience, mais c'est peu en fait, parce que c'est sur une année, c'est 8 semaines en tout. Mais il y a déjà ces petites expériences-là. Et après, comment on se forme sur la traction animale? Il y a des formations qui sont proposées par Vivea, par la chambre d'agriculture, où en fait on va sur des exploitations qui fonctionnent avec la traction animale, et on est quelques stagiaires, et puis on apprend à travailler avec la personne, quoi. Après, nous, la chance qu'on a, c'est que la ferme qu'on reprend, l'ancien propriétaire, il était dresseur de chevaux de trait et de mulets de trait. Donc en gros, nous, on en a fait en stage. Moi, le plus où je l'ai vu, c'était en stage. Mais là, en fait, on continue à se former grâce à l'ancien propriétaire. Qui là, moi, je bosse la semaine avec les chevaux, et qui est là avec moi, qui m'apprend à connaître ses chevaux, parce qu'on lui rachète ses chevaux. Et donc voilà, qui nous donne des petites techniques, des techniques de dressage, et comme ça, en fait, on va se faire la main, ça va être sur le tas, hein. On n'a pas forcément, là, on n'a pas trop le temps de faire de la formation, parce qu'avec tous les papiers qu'on a à faire pour monter le GAEC, ben, ça prend un temps fou, et on a quand même la ferme, il faut qu'on s'occupe de la ferme, parce qu'on aimerait être opérationnel en mars, avoir nos premières récoltes en mars-avril, et d'attaquer sur les marchés. Et donc du coup, ça reste vachement short. Short. C'est vrai que c'est une chance d'avoir du coup quelqu'un qui peut nous former directement sur l'exploitation. Là-dessus, on a vraiment de la chance. Du coup, nous, on est issu d'une région ici qui est très agricole, où on n'a pas forcément des grosses villes autour. Quel est votre rapport personnel à l'agriculture classique? Est-ce que vous auriez eu envie, est-ce que vous avez déjà pensé à reprendre une ferme proche dans le coin, comme elle fonctionne? Est-ce que ça vous a intéressé quand vous étiez gosse? Je pense qu'avec Nadia, on voulait créer vraiment notre exploitation, faire partir de zéro et créer quelque chose qui est à notre image. On voulait pas aussi rejoindre un GAEC ou rejoindre une exploitation qui existe déjà pour être vraiment libre. Et après, moi personnellement, ce que je pense de l'agriculture conventionnelle, Nadia a parlé un peu tout à l'heure de la PAC, des aides de la PAC, des aides pour une surface donnée. Je pense que les agriculteurs sont un petit peu victimes, et c'est pour ça aussi qu'ils manifestent. Ils sont pris dans l'agribashing, mais ils peuvent pas forcément se retourner parce qu'ils mettent beaucoup de produits chimiques dans leur sol pour nourrir leurs plantes, ce qui appauvrit encore plus leur sol. Mais s'ils en mettaient pas, ça serait une cata pour la récolte de l'année. Ils traitent aussi avec des fongicides, des herbicides, etc., pour protéger leur culture. S'ils le faisaient pas, ça serait une catastrophe, mais de le faire, ça empire encore le phénomène. Les produits coûtent de plus en plus cher, donc ils vivent de moins en moins bien. Le consommateur veut mieux manger, donc il commence à pointer du doigt l'agriculteur qui utilise toujours ces produits chimiques. Donc je pense que les agriculteurs conventionnels, ils sont victimes d'un système, et puis ils sont dans un système qui est très loin de ce qu'on veut faire.
Mais ils sont aussi surtout victimes des banques, parce que quand on voit par exemple une reprise de ferme laitière, une ferme, le souci c'est que donc, le propriétaire, ça fait 30 ans qu'il a sa ferme. Un jeune, il vient racheter la ferme. Le propriétaire, souvent, surestime leur ferme. Donc, il va lui vendre la ferme 250 000 euros, voire 300 000, avec les vaches et tout. Sauf que le souci, c'est que quand on s'installe comme ça, souvent les jeunes s'installent avec la DGA. Et pour la DGA, il faut avoir un bâtiment aux normes. Mais le bâtiment qu'ils rachètent, il n'est pas aux normes, il était aux normes d'il y a 30 ans. Donc, il faut refaire un bâtiment aux normes d'aujourd'hui. Et donc, on va dire, un bâtiment d'une remise aux normes d'un bâtiment, ça va être 150 000 de plus. Donc là, il monte à 450 000. Mais bon, là, nous, on aurait un projet à 450 000, les banques ne nous suivraient jamais. Parce qu'on n'a rien qui tombe direct. Nous, il faut faire une année de culture. Si on a un problème climatique, bam, on ne peut pas se relever. Alors que dans les fermes laitières, ils ont du lait tout de suite. Donc les banques, ils savent qu'ils ont une rentrée d'argent tout de suite. Donc les banques leur prêtent ces 450 000. Mais sauf que du coup, le lait, si le cours du lait change, ils ont des moins grosses rentrées d'argent. Donc il faut qu'ils rachètent du cheptel faut qu'ils rachètent des vaches pour remonter au taux qu'ils vendaient en lait, et ainsi de suite. Sauf que les banques, du coup, vu qu'il y a tout le temps de l'argent qui reste, les banques leur prêtent. Et vu que les banques leur prêtent tout le temps, ils ont tout le temps à rembourser. Et donc en fait, ils sont surtout victimes de ce système-là, du système bancaire, qui laisse pas de place à... Ouais, qui mangent leurs bénéfices, quoi. Les petits bénéfices qu'ils peuvent faire. Ça, exactement. Là, plutôt d'un point de vue vraiment très personnel, qu'est-ce que vous aviez envisagé de faire quand vous étiez gosse? Comment on évolue jusqu'à un parcours comme ça? Moi, je crois bien que c'était, je voulais faire pompier, parce que je trouvais ça marrant, partir éteindre des grands feux avec des camions et des sirènes et tout. Mais ouais, ça a bien changé. Ouais. Ah, moi je voulais être archéologue. Donc c'est à peu près pareil, hein. Je vais toucher la terre, mais je vais pas trouver de squelette ou de tombeau de pharaon. Vaut mieux pas, quoi, là. Ouais, non, vaut mieux pas, parce que sinon ça va mettre la ferme en péril. Mais non, comment on en arrive ici? Avec l'évolution de la vie, en fait, du changement personnel surtout. Parce que de mode de archéologue, je suis passé, je crois que je voulais faire des métiers un peu comme ça, comme on voit dans Indiana Jones, des trucs qui sont magnifiques quand on est jeune et qu'on a eu un esprit d'aventurier. Et au final, je me suis retrouvé en bac pro d'élec. Et je suis arrivé en élec, j'ai dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Donc après, je suis parti, j'ai fait des petits boulots en intérim, à droite à gauche. Puis j'ai fini en déménagement. Et en fait, je me suis dit que moi, le meilleur point de vue que je me voyais, où je me sentais le mieux, c'était quand même quand j'étais chez ma mère, dans les prés, ou à la campagne, dans des prés avec personne autour. Et en fait, je me suis dit qu'un retour à la terre, ça paraissait obligé dans mon projet pro. Et c'est vraiment ce que je voulais faire sur les 30, 40, 50 prochaines années, quoi. Donc, et avec Grégoire en plus, on s'entend bien, donc ça va. C'est beau. Et du coup, votre entourage qui vous a vu évoluer, quelle perception il a de ce projet? J'imagine qu'il vous soutient, mais est-ce que c'est effrayant pour la famille, pour les amis, peut-être moins? De mon côté, moi, ils ont pas compris, en fait, au début. Ils ont pas compris, ils ont eu bien peur, parce que justement, le monde agricole, c'est pas quelque chose qui sonne comme réussite financière, comme réussite économique, pour l'instant. Donc, et puis pour pouvoir se mettre en sécurité pour plus tard, pour les petits-enfants, on sait jamais. Donc ça les a fait un peu flipper. Et puis après, plus le projet se construit, plus ils regardent en détail en fait ce qu'on veut faire, qui est différent des agriculteurs conventionnels, plus ça prend son sens. Et puis après, dans l'effort, dans les démarches, dans le fait de chercher, ils commencent à avoir confiance. Et petit à petit, maintenant, c'est plus c'est de l'encouragement, quoi. C'est que de l'encouragement même. Donc là-dessus, rien à dire. Et du coup, moi j'ai ma mère qui m'a toujours soutenu à fond, qui a toujours été là, qui a cru dès le jour où je lui ai dit, elle y a cru. Ça a été beaucoup plus compliqué que mon père, qui croyait pas du tout, qui a pas du tout compris pourquoi je voulais repartir à terre. C'était pas comme Greg disait, c'est pas un métier où tout le monde roule sur l'or, où on est tranquille, où voilà. Donc il a pas compris au début. Donc pour l'instant, c'est en train de changer. Là on vient d'acheter la ferme, donc il se rend compte qu'en fait d'un côté il aura plus le choix parce que c'est ce qu'on veut faire. Donc voilà. Et après, par contre, pour les amis, on a quand même pas mal de chance, parce qu'il y en a quand même pas mal qui y croient, qui sont prêts à nous aider. Donc, on dit croit ou on dit croit? On dit croit, je crois. Je pense qu'on dit croit. Je crois qu'on y croit. Donc voilà, on a pas mal, pour nos amis, ils y croient
Ils y croient vraiment à fond. Bon, après, il y en a bien quelques-uns qui sont réticents et qui, pareil, croient pas à l'agriculture, mais c'est pas la majorité, quoi. Donc on n'est pas trop laissé, on nous laisse pas trop tout seul. Ouais, Donc niveau ça collègue, aussi, à part nous dire quand est-ce qu'on peut vous aider, on n'a ouais, pas eu pas trop de de réflexion. désencouragement. C'était non, super. D'un côté, heureusement qu'ils sont là, parce que, enfin, heureusement que tout le monde est là autour, parce que si on ne serait que tous les deux dans ce projet, et à se regarder avec tout le boulot qu'il faut faire et tout, des fois on se dirait, t'es sûr qu'on fait le bon choix? Mais au final, si, c'est sûr que c'est le bon choix. C'est sûr. Mais ouais, heureusement qu'il y a du monde derrière aussi. Du coup, votre réseau personnel est un peu engagé. Est-ce que dans ce type d'agriculture, où peut-être que les produits sont plus chers, on trouve pas forcément un espace en supermarché à la vente directe, comment ça fonctionne en termes de réseau, de distribution, de réseau de gens qui travaillent un peu dans le même mode de fonctionnement? Nous, ce qu'on veut faire au début, enfin sur les 2 premières années, parce qu'il faut qu'on connaisse notre volume de production, il faut qu'on sache si on arrive à sortir beaucoup de légumes et de fruits ou pas. On va vendre surtout sur les marchés. Donc la production, elle va venir comme elle va venir, et les ventes après, pareil. Les gens choisiront d'acheter ou pas. Dans le coin, on a des marchés qui fonctionnent pas mal. Suite vers nous en Vivarais, donc là où on va s'installer. On est à 30 minutes de Valence. Donc Valence, c'est quand même une grande ville, donc il y aura du monde. Et après, je crois que Nadir, tu parlais du Chambon. Du Chambon-sur-Lignon, ouais. Donc c'est un peu plus bas de chez nous, mais c'est un marché qui marche, très très bien. Et après aussi, on a choisi un peu ce marché-là parce que quand même on arrive sur des endroits pas qui sont saturés, il y a de la place pour tout le monde, surtout que la plupart des gens en maraîchage sont sur des petites surfaces. Il n'y a plus personne qui a des grosses surfaces qui vont faire les marchés. Donc du coup, il y a bien de la place pour tout le monde. Mais quand on commence, qu'on n'est pas trop sûr de notre production et tout, si on va au marché au Chambon-sur-Lignon, on arrive avec un peu 15 jours d'avance sur les agriculteurs de la Haute-Loire. Donc c'est un peu, comment on dit, c'est un peu, c'est pas de la concurrence déloyale, c'est juste voilà, nous c'est un peu pour assurer le début parce que ça fait quand même 1 heure de route. Alors après, une fois qu'on sera lancé, qu'on connaîtra un peu mieux les marchés autour de chez nous, il se peut qu'on arrête ce marché, mais au moins voilà, on se sécurise une partie de notre production avec des rentrées d'argent un peu plus rapides que. Et puis les gens, ils sont contents d'acheter des légumes d'Ardèche En plus. dans les plateaux de la Haute-Loire. Ça les change. Bon, après, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus cher, par contre, les productions. Mais après, je suis en train de me rendre compte que c'est pas beaucoup plus cher que le supermarché. Là, nous, si on a prévu de vendre, ça dépendra de la saison, des volumes, etc. hein, et des variétés qu'on fera au final. Mais on a prévu le kilo de tomates entre 3,50 € et 4 € je crois. Et là, dernièrement, au supermarché, j'ai vu des tomates à 4,50 € le kilo en conventionnel, qui viennent d'Espagne. Donc la moins bonne qualité qu'on peut trouver sur le marché, quoi. Parce que c'est désaisonné. C'était des tomates jaunes, un peu genre cœur de bœuf. Elles donnaient envie, hein, mais bon, 4,50 € pour du conventionnel qui vient d'Espagne, avec tout ce qu'il y a derrière, les produits chimiques qu'ils utilisent, l'utilisation de main-d'œuvre parmi les migrants, enfin l'utilisation de la précarité pour faire du profit. Et voilà, on arrive à un prix qui est supérieur au bio. Alors, est-ce que le conventionnel et le bio, je pense que le bio, c'est pas si cher que ça. Je pense qu'on a, comme tu disais tout à l'heure, Nadir, il y a plus de nutriments, on a une meilleure qualité, on est un peu plus cher. Mais voilà, on dépense moins de carbone, il y a moins de transport, parce que nous, on va faire du local, forcément. Donc, il y a moins de... On paye peut-être un peu plus cher son assiette, mais c'est une assiette qui a plus de sens. Mais après, c'est toujours pareil. Donc voilà, on en est Plus de goût. par rapport aux nutriments. Voilà, par exemple, nous, une tomate en bio, pour avoir la même quantité de nutriments conventionnels, il faudra en manger 2-3. Donc au final, c'est pas bien plus cher. C'est juste plus cher sur le coût à l'achat parce que les gens sont dans une grande surface. Ils ont les tomates conventionnelles à côté et les tomates bio de l'autre. Et quand ils ont les deux prix qui sont en face, bah là, ils se disent c'est cher. Mais après, c'est ce qu'il y a dans les... c'est ce qu'on mange, la quantité qu'on va manger derrière. Parce qu'une salade de tomates, c'est pareil. Si on achète de l'eau, c'est cher pour de l'eau. Et si on achète de la nourriture à côté, c'est pas cher pour de la nourriture. C'est pas si cher, ouais. Et puis après, il faut juste que les gens se rendent compte que le souci, ils se disent ouais, mais on n'a pas le temps d'aller faire les marchés, on n'a pas le temps d'aller faire les marchés. Mais vous avez le temps, il faut juste prendre 5 minutes. Et puis en plus, maintenant, de plus en plus de villages proposent des marchés le soir, donc en rentrant du travail. La plupart des maraîchers qui
la plupart des maraîchers proposent ici une vente à la ferme, donc ce que nous on va proposer, 2 soirs par semaine. Les paniers aussi. Et voilà, les paniers. Paniers à la carte et on vient le chercher après à la ferme ou des fois livré au boulot. Mais les ventes à la ferme, voilà. Il y a des solutions pour gagner du temps. Les ventes à la ferme vont se passer entre 17h et 19h. Donc ça fait 2 heures, c'est un laps de temps qui est quand même vraiment pas mal. Après, au fur et à mesure, nous, quand il y aura des clients qui vont nous dire « Oh là, moi je pourrais jamais être là avant 19h, 19h30 », et ben nous on prépare et il vient à 19h30, il sonne et voilà, on lui fait son panier quoi. Après 20h, bon ça sera trop tard, mais ce que je veux dire c'est que quand même les agriculteurs essayent de mettre en place des horaires pour que les gens travaillent, puissent venir aussi acheter leurs légumes et que pas que ceux qui travaillent pas ou les... Donc voilà, donc maintenant il y a quand même pas mal de choses pas mal d'efforts qui sont faits pour la plupart des personnes quoi. Donc voilà, faut juste trouver 5 minutes et il faut peut-être se lever 1 heure plus tôt le samedi matin pour aller aussi faire le marché, mais voilà, après quand on sait le goût des légumes, et ben ça change complètement. Puis c'est sympa de faire le marché. C'est ce que j'allais dire en plus. Ça voilà, c'est démarrer la journée sous les meilleurs. Ouais, on rencontre des gens, tu peux parler avec le producteur. C'est autre chose. C'est pas une grande surface où tu passes la caissière le samedi matin, elle a pas envie d'être là et c'est le bordel quoi. Maintenant que vous êtes impliqué donc dans ce projet, qu'est-ce que vous avez perçu donc un peu comme difficulté et le positif maintenant que ça se met en place? Trouver la ferme. Je pense trouver la ferme déjà. Ouais. Parce que bon, on avait un peu envie d'être isolé, mais proche de la ville. Donc un peu compliqué à trouver, mais on a trouvé. Et puis après, il fallait que ça rentre dans le budget. Et voilà, je pense que c'est la grosse difficulté. Après, peut-être on a trouvé au début long le cursus avec la chambre d'agriculture, l'accompagnement pour la DGA, etc. C'est qu'il a mis extrêmement longtemps à démarrer. Parce que sachant que... Au final, c'est une bonne chose. C'est long, ça prend du temps, mais c'est un bon accompagnement. C'est positif. Mais au début, quand on connaît pas le truc, on n'est pas encore entré dedans, on se dit, on a fait le diplôme, ça a pris 1 an. Et là, il faut encore remettre 1 an pour vraiment s'installer. Mais au final, voilà, une fois qu'on regarde dedans, qu'on est lancé et que le truc est personnalisé, c'est que du positif, quoi. Ça assure la réussite du projet, je pense. Là, pour l'instant, notre plus grosse difficulté, ça va être vraiment, c'est notre point de départ. On s'est dit mars-avril, on va être sur les marchés. Et je pense que c'est ça là, qui va être notre plus grosse difficulté. Parce que mars-avril, on se dit c'est dans 3-4 mois. Mais ces 3-4 mois, c'est rien du tout, quoi. 3-4 mois, c'est comme si c'était demain pour... donc voilà, ça va être la plus grosse difficulté, je pense. Si on arrive à avoir nos premiers marchés en mars, là, on pourra se dire que tout s'est bien passé. Mais donc voilà. Et en positif En positif, c'est le jour où on arrive à la ferme, quand on s'est dit ça y est, c'est chez nous. Et en fait, on arrive. C'est compliqué de répondre à cette question parce que il y a pas tellement de positif, pas tellement de négatif, parce que tout se passe bien. On rentre vraiment dans ce qu'on voulait. Donc on a des surprises parce qu'en fait, on a une surprise. Tout se passe comme on veut. Donc on n'a pas de soucis là-dessus. Il n'y a pas eu de gros problèmes pour l'instant. Et donc en fait. Oui, ouais, de toute façon, tout se passe bien. Les planètes sont bien alignées pour nous. Ouais, et puis, et moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on soit pris au sérieux tout de suite, quoi. Alors, tu parlais des banques, mais honnêtement, le contact qu'on a eu le week-end dernier pour commencer à parler du prêt qu'on allait faire, etc., des solutions qu'ils pouvaient nous proposer, on a eu affaire à quelqu'un qui était hyper compétent, qui avait l'air de s'y connaître beaucoup, qui croyait dans le projet, quoi, qui nous a dit tout de suite, on a présenté le projet, et tout de suite il nous a dit, là, de loin dans le brouillard, les chiffres que nous présentez, les personnes que vous avez l'air d'être, moi je vous suis, quoi. Et c'est pas la vision que j'avais des établissements bancaires, quoi, mais donc, ouais, être pris au sérieux, comme ça, quand on est jeune, qu'on vient pas du milieu agricole, c'est... parce qu'on a des bonnes idées, je pense, qu'on les a bien organisées, on prend le temps de la réflexion, et si on fait bien les choses, on est bien pris au sérieux dans ce domaine-là, et ça, c'est hyper encourageant. Ouais, ça a été moi aussi, ça a été une surprise. Après, le fait est que, nous, on n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais par contre, c'est un projet qui mûrit dans nos têtes depuis 6 ans, et du coup, en fait, on a eu le temps de réfléchir dans 6 ans. On a pris le temps de penser à toutes les routes qu'on voulait prendre, où on voulait aller, et du coup, je pense que ça, sur le papier, ça s'est vachement vu, quoi. Donc... Que des bonnes surprises. Franchement, notre plus grosse angoisse, c'est d'avoir le marché et puis même aussi le contact qu'on avait eu avec la maire de Vernoux,
C'est-à-dire qu'on est arrivé pour faire connaissance, puis discuter un peu du PLU, on avait 2-3 petits détails à voir. Et là, on a été accueillis, mais vraiment bras ouverts. Les personnes quand même en face de nous étaient super contentes de nous recevoir, d'accueillir une nouvelle activité agricole, des jeunes, etc. Enfin, non, c'est génial. L'accueil pour un projet comme ça, si c'est bien fait, je pense que si c'est sérieux, l'accueil, il est parfait, quoi. C'est vraiment, on sent que c'est le moment aussi, je pense. Ça répond à un besoin aussi. Je pense que oui, parce que de toute façon, il y a l'exode rural qui continue quand même petit à petit. Et puis le métier d'agriculteur en conventionnel, ça fait plus rêver. Je crois le nombre d'agriculteurs maintenant, c'est un déficit dans le conventionnel, dans l'élevage, les grandes cultures, etc. Donc c'est quelque chose qui attire plus. Et alors que le maraîchage sur des petites surfaces, donc surfaces de entre 1 et 2 ou 3 hectares, c'est quelque chose qui est hyper dynamique. Il y a de plus en plus de monde, de jeunes, comme disait Nadir tout à l'heure aussi, par contre qui viennent pas du milieu agricole, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Donc ouais, il y a un besoin. Il y a un besoin. Il faudra se nourrir de tous les cas, et il faut se réapproprier l'espace rural, quoi, qui maintenant devient du foin, ou des aliments pour le bétail. Voilà, il y a un besoin de se nourrir mieux, et qui est pressant quand même, je pense. Là, dans nos régions, on a été confronté cet été à des petites vagues de chaleur, mais aussi à quelques intempéries bien violentes, avec des orages de grêle qui ont un peu ravagé à droite à gauche dans la région. Au niveau du changement climatique, ils annoncent que c'est des choses qui vont pas forcément s'améliorer. Quelle est votre perception ? Est-ce que ça vous fait peur ? Ça fait peur, ouais. C'est un gros risque. Après, il y a des moyens pour se protéger. On peut assurer ses récoltes. On peut protéger ses récoltes aussi avec des filets anti-grêle. Il y a des moyens. Après, il faut de la trésorerie pour pouvoir se les acheter. Mais on peut se protéger. Il faut qu'on ait le top, ça serait d'avoir au moins les deux premières années tranquilles, sans problème comme ça. Donc voilà, là pour l'instant c'est un rêve. Pour l'instant on le dit, c'est un rêve, faudra en reparler dans 2 ans. Mais ouais, ça serait d'avoir 2 années à peu près tranquilles, parce que c'est toujours pareil, c'est si on se prend l'orage de grêle qu'on s'est pris en juillet, l'année prochaine en juillet, c'est cuit, quoi. Tout ce qu'on a fait, tous les plans qu'on a fait, c'est pour relancer une production derrière, qu'on n'arrive que sur des légumes d'hiver, et ça reste vraiment du compliqué, quoi. Après, il faut faire de la patate en masse, ça craint pas trop, mais... Ouais, ou de la carotte. Non, mais après, il y a aussi d'autres choses. C'est que là, le projet aussi, c'est un peu diversifié. C'est-à-dire, comme il y a les poules pondeuses, les poules, elles voient un peu de grêle arriver, elles vont vite se mettre dans le poulailler, et du coup, elles sont en sécurité. Et cet atelier-là, enfin, les poules pondeuses, les œufs, on n'aura pas trop de soucis à se faire. Pareil, les cerfs, si le plastique de tes cerfs il est assez récent, donc c'est-à-dire il a moins de 5 ans, il reste souple. Et les grêlons, sauf si c'est des balles de golf qui tombent, les grêlons ils les arrêtent, et du coup ta production en dessous elle est protégée. Donc je pense pour se protéger un petit peu du changement climatique, puis des saisons qui vont devenir un peu plus extrêmes d'année en année, je pense qu'il faut se diversifier. Il ne faut pas avoir peur d'assurer ses récoltes. Et ça, diversification, assurance. Mais ça, c'est la diversification dans une exploitation agricole, c'est presque la clé en fait de la réussite, parce que tout va avec, quoi. Donc en gros, complète les poules complètent le maraîchage est complété par les poules, parce que tous les déchets, on peut les donner, on nourrit les poules. Donc en gros, ouais, la diversification aide à tous ces gros problèmes climatiques aussi, à ces problèmes climatiques. On n'a pas besoin de penser, on fait pas que du maraîchage en se disant voilà, si on a un gros coup de grêle, on n'a plus rien. Mais oui, c'est sûr que voilà, pendant les 2 premières années, ça va être un peu notre plus grosse crainte. Et après voilà, il y a des systèmes, quoi. Donc le plus gros à installer, ça va être le système des filets anti-grêle. Ça sera, voilà, c'est surtout ça, quoi. Mais sauf que ça, c'est un budget qui est assez énorme dans les protections. Ouais, faut que l'entreprise ait le temps de faire un peu de trésorerie, quoi. Et après, t'es assuré de récolter, même s'il y a de la grêle. Mais c'est aussi une réponse face au changement climatique, c'est-à-dire qu'en s'y prenant maintenant et en arrêtant des pratiques qui condamnent un peu la terre, l'atmosphère et les écosystèmes, on se prévient de la violence aussi future. Ouais, c'est clair. Dépenser moins de carbone pour faire ces cultures, ça fait que on participe moins au réchauffement climatique que le conventionnel des grandes cultures. Et puis de faire de l'intensification, de faire moins de surface mais plus au mètre carré,
et ben, ça rend les cultures plus facilement protégeables, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre des filets anti-grêle sur 300 hectares. Et puis, est-ce que le tracteur passe en dessous, etc. Donc, voilà. Je pense que la petite surface, ouais, c'est une réponse aussi au changement climatique. Du coup, pour finir cette interview, un message que vous aimeriez adresser, alors, par exemple aux consommateurs pour les motiver, ou alors aux jeunes qui veulent croire dans un modèle agricole serein, qui voudraient se lancer. Bah, je pense déjà qu'il faut venir les mardis et les samedis à Vernoux, de 9h à midi. Non, plus sérieusement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Des projets comme ça, on peut très bien en vivre. Après, on va pas faire des salaires de 5 000 euros par mois, mais on peut en vivre pour soi et sa famille, et pour un petit investissement. Nous, en gros, hein, les chiffres, je crois que c'est pour la partie maraîchage, ça va être 40 000 euros investis. Sachant que la DJA, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que l'investissement de départ, le prêt, il est tout petit. Après, on a emprunté plus pour pouvoir vivre sur la ferme, etc., s'offrir un peu plus de terre, etc. Mais un jeune qui veut se lancer, il loue un hectare avec 30 000 euros, voire même moins, 20 000 euros de matériel. S'il est un petit peu malin, il peut descendre encore plus bas. Bah, il peut créer une activité économique. Il peut faire le même genre de projet et vivre très bien. Sortir un salaire, je pense même déjà dès la première année. Et il prend encore moins de risques, je pense, en faisant des... Donc, faut pas avoir peur de se lancer. Ouais, ça c'est sûr qu'il faut pas avoir peur de se lancer. En plus, c'est des systèmes de travail qui sont agréables, quoi. Alors bon, c'est sûr que il y a des fois on va galérer comme on va galérer à foison. Mais faut penser à tout ce qu'il y a à côté, quoi. Donc la tranquillité d'esprit, le matin, bah ouais, il fait pas beau, et ben tu vas à 8h30 et tu finis, c'est 17h30. Il y a un jour, tu as un problème familial où on n'a pas de compte à rendre. Après, voilà, donc du boulot, il faut en donner, mais c'est comme de partout. Donc voilà, c'est surtout pour nous, et c'est pas la même condition, quoi. Quand on bosse pour nous, d'aller bosser 7 heures pour nous ou 7 heures pour quelqu'un, quand il n'y a pas de remerciement à la fin des 7 heures, bah, c'est différent. Et aux consommateurs, moi, ce que je leur dis, c'est de prendre le temps. De vraiment prendre le temps de faire ses marchés, d'aller rencontrer les producteurs autour de chez eux. Et de pas boycotter non plus le conventionnel, parce qu'il y a des conventionnels qui sont raisonnés. Bon, alors c'est sûr, c'est pas la meilleure façon, pour la santé, mais au moins plus on essaiera de se battre contre ces grandes surfaces, plus le boulot d'agriculteur sera mieux rémunéré. Et du coup, il y aura beaucoup moins de problèmes. Et après, avec un boulot en agriculture qui sera mieux rémunéré, et ben eux pourront faire en sorte de sortir avec des produits phyto, d'essayer de revenir un peu à l'agriculture d'avant, quand il y avait beaucoup moins de produits, parce que maintenant c'est abusé, mais parce que c'est dû au rendement que les grandes surfaces demandent, parce qu'ils arrivent à faire partir, et il faut que les agriculteurs derrière ils arrivent à suivre. Donc voilà, allez vraiment rencontrer les producteurs autour de chez vous. Prenez le temps de faire les marchés, discutez avec eux, et vous verrez que c'est pas que des gros bourrins bourrus comme pense tout le monde. Merci.